histoire d'en dire plus. Trois mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. D'autres personnes? Quel genre de personnes? Bah, ça serait des gens comme vous. Des professions libérales? Non, non. Des vieux. Salut les amis, installez-vous confortablement, servez-vous un verre de et préparez-vous à plonger dans l'univers complètement barré des Affranchis, ce monument du cinéma qui a transformé la leçon, la façon dont on regarde les films de gangsters. Aujourd'hui, on va parler de ce putain de chef-d'œuvre de Martin Scorsese, sorti en 1990. Mais surtout, on va se marrer avec toutes les histoires de dingue qui se sont passées pendant le tournage. Parce que croyez-moi, tout ce qui s'est passé derrière la caméra était presque aussi fou que ce que l'on voit à l'écran. Alors déjà, pour ceux qui vivaient dans une grotte depuis 30 ans, Les Affranchis ou Goodfellas en version originale, c'est l'histoire de vrai d'Henry Hill, un mec qui rêvait de devenir gangster depuis qu'il était môme et qui a fini par balancer tous ses potes aux flics. Sympa le gars, hein? Le film est basé sur le bouquin Wise Guy de Nicolas Pileggi, qui a coécrit le scénario avec Scorsese. Mais quand je dis basé sur une histoire vraie, c'est pas du pipeau hollywoodien. Henry Hill, ce magnifique enfoiré, était vraiment là pendant le tournage comme consultant. Vous imaginez le délire? Le mec sur qui le film est basé, qui traîne sur le plateau en donnant des conseils du genre non, non, c'est pas comme ça qu'on découpe un corps, laissez-moi vous montrer. Un peu flippant quand même, hein. Alors, le casting, quand les acteurs deviennent de vrais gangsters. Parlons du casting, parce que putain, quel casting! Ray Liotta dans le rôle de Henry Hill, Robert De Niro en Jimmy Conway et Joe Pesci en Tommy DeVito. Ces trois-là ensemble, c'était de la dynamite pure. Mais vous savez ce qui est marrant? Ray Liotta n'était pas du tout le premier choix pour le rôle. Scorsese voulait initialement Tom Cruise. Tom putain de Cruise. Vous imaginez Ethan Hunt en train de découper des mecs dans un bagnole? Moi non plus, heureusement. Liotta a décroché le rôle. Il s'est tellement investi qu'il a rencontré le vrai Henry Hill pour se préparer. Les deux sont devenus potes et Hill a même dit que Liotta jouait mieux Henry Hill que lui-même. C'est dire. Et Joe Pesci, cette petite terreur sur pattes, a improvisé la scène la plus mémorable du film. Vous savez, marrant comment? Je t'amuse? Je suis un clown pour toi? Cette scène n'était pas dans le script. Pesci l'a basée sur une vraie interaction qu'il avait eue quand il était jeune et qu'il bossait dans un resto avec des vrais gangsters. Il a raconté l'histoire à Scorsese qui lui a dit refais-la dans le film et ne préviens personne. Du coup, la réaction de Ray Liotta est authentique. Il ne savait pas ce qui allait se passer. La tension qu'on ressent, c'est pas du cinéma, c'est de la vraie trouille. Ouais, plus tard qu'il pensait vraiment que Pesci allait péter les plombs. Robert De Niro, lui, c'était une autre histoire. Ce mec est tellement dans la méthode actor studio qu'il a insisté pour porter les costards en soie à 5000 balles pièce, même pour les scènes où on le voyait de loin. Il disait que ça l'aidait à se sentir comme un vrai gangster. Et puis il y avait cette obsession avec les pompes. Il a refaire une scène 8 fois parce qu'il trouvait que ses godasses n'étaient pas assez brillantes. 8 fois. Le costumier a fini par acheter 12 paires de la même chaussure et les faire cirer par une équipe dédiée.
Ça, c'est Hollywood, les amis. Et Lorraine Bracco, qui jouait Karen Hill, la femme d'Henry, elle avait une approche différente. Elle a refusé de rencontrer la vraie Karen Hill parce qu'elle ne voulait pas être influencée par ses The- Elle voulait créer sa propre version du personnage. Maline, la nana, hein? Et puis, il y a cette anecdote géniale. Pendant la scène où elle braque un flingue sur Henry Holly, elle était tellement dans son rôle qu'elle a vraiment appuyé sur la gâchette. Heureusement, l'arme n'était pas chargée, mais Lyotta a quand même fait dans son froc. Il paraît qu'on a demandé une pause de 2 heures après ça. Les vrais gangsters sur le plateau, quand la réalité... Maintenant, accrochez-vous bien parce que là, ça devient complètement barré. Scorsese voulait que son film soit authentique. Alors il a fait un truc complètement dingue. Il a embauché de vrais gangsters comme acteurs. Pas des anciens gangsters repentis, non, non. Des mecs qui étaient encore dans le business. La plupart des gars que vous voyez dans le film, surtout dans les scènes au bar et au resto, de la mafia. Tony Sirico, qui jouera plus tard Polly Walnuts dans Les Sopranos, était dans le film. Ce mec avait été arrêté 28 fois avant de devenir acteur. Il avait une condition pour accepter le rôle, jamais son personnage ne devait être une balance. Respect de gangster jusqu'au bout, le gars. Franck Vincent, Vincent Pastore, Chuck Lowe, tous sont avec le milieu. C'était comme si Scorsese avait organisé une réunion de la Cosa Nostra et avait dit: Bon, les gars, on va faire un film. Le plus fou, c'est qu'il y avait des tensions réelles sur le plateau. Certains se connaissaient dans la vraie vie et avaient des comptes à régler. Il y a eu des moments où la production a dû séparer des acteurs parce que ça allait partir en baston pour de vrai. Deux acteurs ont commencé à se battre à propos d'une vieille dette de jeu. La sécurité a dû intervenir et Scorsese a fait une pause de 3 jours, le temps que les esprits se calment. Et puis il y avait cette parano constante. Plusieurs membres de l'équipe ont rapporté après avoir vu des bagnoles suspectes garées près du plateau. Le FBI surveillait apparemment le tournage parce qu'il savait qu'il y avait des vrais criminels impliqués. Imaginez, vous êtes en train de tourner une scène sur la mafia, entouré de vrais mafieux, avec les fédéraux qui vous observent. C'est du méta à un niveau qu'on n'avait jamais vu. Henry Hill lui-même était constamment défoncé pendant sa présence sur le plateau. Il était en programme de protection des témoins, mais venait quand même donner des conseils. Il se donnait des détails super précis sur comment planquer de la coke dans des paquets de pâtes et puis disparaissait pendant 3 jours. Lyotta a dit une fois à Hill, a dit qu'une fois, il est arrivé avec un cocard et a juste dit: posez pas de questions. Personne n'a osé. La cuisine de la mafia. Bouffe, coke et sauce tomate. Un des, une, une des choses les plus marquantes c'est l'omniprésence de la bouffe. Ces mecs passent leur temps à cuisiner, même en tôle. Et cette obsession pour la nourriture, c'était pas juste pour le film. Pendant le tournage, Scorsese a engagé la mère de l'acteur, Vincent Gallo, comme consultante culinaire. Cette femme, une vraie maman italienne, préparait de vrais repas italiens pour toutes les scènes de bouffe. De la vraie cuisine maison. La scène où Polly découpe l'ail avec une lame de rasoir, c'était une vraie technique que le vrai Paul Vario utilisait en prison. Scorsese était tellement obsédé par ce détail qu'il a refait faire la scène 15 fois jusqu'à ce que l'ail soit coupé assez fin. Paul Sorvino, qui jouait Polly, a dû s'entraîner pendant des semaines. Il paraît qu'il a l'ail pendant les répétitions.
Le plateau puait tellement l'ail que l'équipe de nettoyage menaçait de démissionner. La fameuse sauce tomate de la scène de prison, Catherine Scorsese, la mère de Martine, pardon, l'a préparée elle-même. C'était sa recette familiale. Elle a refusé de la donner à qui que ce soit. Elle venait sur le plateau à 5 heures du mat pour la préparer elle-même. Chi a osé suggérer qu'on pourrait ajouter un peu plus de basilic. Elle l'a engueulé devant tout le monde. Petit, ce mec qui jouait un psychopathe tueur, s'est fait rembarrer par une petite dame de 70 ans. Il n'a plus jamais critiqué sa cuisine après. Mais le plus dingue, c'est la scène du dîner chez la mère de Tommy après qu'ils ont tué Billy Batts. Cette scène a été tournée chez la vraie mère de Scorsese et c'est elle qui joue la mère de Tommy. Elle ne savait pas ce histoire. Scorsese lui a juste dit ils ont faim, fais-leur à bouffer et pose-leur des questions. Toute sa performance est improvisée. Quand elle demande ce qu'est ce truc sur le tableau de Tommy, elle ne savait vraiment pas. C'est de l'authenticité pure. La violence chorégraphiée quand ça part en couille. Parlons violence maintenant. Parce que les affranchis, c'est pas oui oui au pays des enchantés. Hein. Les scènes où Billy Bat se fait défoncer dans le bar. Frank Vincent, qui jouait Bats, a fini avec de vraies blessures malgré des protections. De Niro lui a accidentellement pété une côte pendant une prise. Vincent a continué la scène jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ça le professionnalisme à l'ancienne. Joe Pesci était tellement dans son personnage que pendant les scènes violentes que plusieurs acteurs ont demandé, c'est Michael Imperioli qui jouait Spider, le gamin qui se fait tirer dans le pied, était terrorisé. Pesci improvisait constamment des insultes et des menaces qui n'étaient pas dans le script. Imperioli a dit plus tard qu'il ne savait jamais si Pesci allait vraiment lui tirer dessus ou pas. La tension qu'on voit à l'écran, c'est pas du jeu, c'est de la vraie terreur. La scène où Tommy a été particulièrement intense. Scorsese voulait que la réaction des autres gangsters soit authentique. Alors il n'a prévenu personne que ça allait arriver. Quand Pesci a sorti son flingue et a tué Spider, la surprise sur les visages des autres acteurs est réelle. Frank Sivero, qui jouait Frankie Carbone, a apparemment fait un bond de 3 mètres. Il pensait que Pesci avait vraiment pété cette histoire complètement fun avec la scène du coffre de bagnole. Vous savez, quand il découvre que Billy Bat est encore vivant dans le coffre, bah, pour cette scène, Scorsese a enfermé Frank Vincent dans un vrai coffre de voiture pendant des heures. Vincent était claustrophobe, mais il n'avait dit à personne parce qu'il voulait vraiment le rôle. Il a fait une crise de panique entre deux prises. C'est pour... Le mec a des couilles en acier, hein, on peut dire. Hein. La scène de la découpe du corps a été tournée dans une vraie boucherie abandonnée. L'odeur était tellement dégueulasse que plusieurs membres de l'équipe ont gerbé. Scorsese insistait pour de vrais os et de la vraie viande pour le réalisme. Le boucher consultant qu'ils avaient engagé leur a montré comment découper efficacement un corps. Enfin, techniquement, c'était un cochon, mais vous voyez l'idée. Ray Liotta est devenu végétarien pendant cette scène. Le montage sous coke, l'énergie frénétique du film. Le montage des affranchis est légendaire. Et pour cause, Thelma Schoonmaker, la monteuse de génie de Scorsese, a passé 1 an en salle de montage. 1 année pour monter le film. Elle bossait 16 heures par jour, survivant apparemment uniquement grâce au café et au clopes. La séquence de la parano d'Henry sous coke avec Jumping de Harry a nécessité 3 semaines de montage pour 3 minutes de film.
Cette séquence, d'ailleurs, c'est du grand art. Scorsese voulait que le spectateur ressente que c'était d'être complètement défoncé à la coke et parano. Pour y arriver, il a fait inhaler de la caféine en poudre à Ray Liotta entre les prises. Pas de la vraie coke, c'est de café pour que Liotta soit complètement speed. L'acteur a dit qu'il n'a pas dormi pendant 3 jours après le tournage de cette séquence et son cœur battait tellement fort qu'une infirmière a été postée en permanence sur le plateau. La fameuse scène du Copacabana, ce plan séquence de 3 minutes où Henry emmène Karen au club, a nécessité 8 prises. Pour un plan minutes où la caméra suit les personnages à travers les cuisines jusqu'à leur table. La Steadicam pesait 30 kilos et l'opérateur, Larry McConkie, a perdu 3 kilos en une journée de tournage. À la fin, il ne pouvait plus lever les bras. Mais le résultat, un des plans séquences les plus iconiques. Cette scène, ils ont dû coordonner 400 figurants. Chaque serveur, chaque client, chaque cuisinier devait être parfaitement synchronisé. Un mec a fait tomber un plateau à la 7e prise et Scorsese a pété un plomb tellement fort que la moitié des figurants ont menacé de se barrer. Il a dû s'excuser publiquement et offrir des pizzas à tout le monde pour qu'il reste. La bande-son, rock'n'roll et coup de feu. La bande-son, c'est un personnage du film. Scorsese a utilisé 48 chansons différentes, ce qui était complètement fou pour l'époque. Le budget musique était plus élevé que le salaire de certains acteurs principaux. Mais Scorsese s'en foutait, il voulait ses chansons et il les a eues. L'utilisation de Layla de Derek and the Dominos, séquence où on découvre, c'est du génie pur. Et vous savez ce qui est marrant? Scorsese a eu l'idée en écoutant la radio pendant qu'il était coincé dans les embouteillages. Il a appelé son assistant depuis sa bagnole et lui a gueulé: Layla, il nous faut Layla pour la séquence des morts. L'assistant n'avait aucune idée de quoi il parlait. Les Stones ont refusé au début de donner les droits pour Guy Mitchell. Il a fallu qu'il aille personnellement supplier Mike Jagger. Il paraît qu'il lui a montré la scène où la chanson devait être utilisée. Et Jagger a dit: Putain, c'est violent votre truc. Venant des Stones, c'est dire quelque chose. La scène où Tommy se fait buter avec le piano mélancolique, c'était improvisé. Le pianiste sur le piano jouait entre les prises pour se détendre. Et Scorsese a adoré l'ambiance. Il a décidé de l'incorporer. Le pianiste a été crédité parce qu'ils ont oublié de lui demander son nom. Quelque part, il y a un mec qui peut dire: j'ai fait de la musique de la mort de Joe Pesci dans Les Affranchis et personne ne le croit. Les emmerdes avec la censure et les vrais gangsters. Les Affranchis a eu des problèmes avant même sa sortie. La MPAA voulait lui coller un rating NC-17 à cause de la violence et du langage. Le mot fuck est utilisé 300 fois dans le film. C'était un report. Scorsese a dû se battre pendant des mois pour garder son rating R. Il a argumenté que c'était comme ça que ces gens parlaient vraiment. Pour prouver son point, il a fait venir Henry Hill devant le comité de censure. Il a parlé 5 minutes et apparemment il a dit fuck tellement de fois que le comité a capitulé. Mais les vrais problèmes sont venus de la vraie mafia. Plusieurs familles du crime organisé n'étaient pas contentes de la façon dont elles étaient. Il lui-même aurait dit que le film était une honte pour tous les Italiens honorables. Venant d'un mec qui a fait dissoudre des gens dans l'acide, c'est assez ironique. Il y a eu des menaces. Scorsese a reçu des appels anonymes disant de faire gaffe. De Niro a eu une bagnole suspecte garée devant chez lui pendant des semaines. Pesci, lui, il a dit dans une interview:
Qu'ils viennent, je leur montrerai qui est vraiment cinglé. Ce mec n'avait peur de rien. Il est fou, Joe Pesci. Et le plus flippant, c'est qu'après la sortie du film, plusieurs des vrais gangsters sur lesquels les personnages étaient basés, ils ont été tués. Jimmy Burke est mort en prison dans des circonstances suspectes. Paul Vario est mort d'une crise cardiaque peu après la sortie du film. Certains disent que c'est une coïncidence, que le film a attiré sur eux. Henry Hill, lui, a survécu jusqu'en 2012, probablement parce qu'il était déjà grillé de toute façon. Les scènes coupées, les histoires cachées. Il y a des tonnes de scènes qui n'ont jamais vu le jour. Une séquence entière où Henry dit de la drogue dans son quartier d'enfance a été coupée parce que Scorsese trouvait que ça ralentissait le rythme. 20 minutes de pellicule à la poubelle, incluant une performance incroyable de lieu, complètement dans les vapes. Il y avait aussi une scène où Tommy torture un mec pendant une demi-heure. Pesci était tellement convaincant que l'acteur qui jouait la victime a fait une vraie crise d'angoisse et a dû être hospitalisé. La scène a été jugée trop intense, même pour Scorsese. Quand Scorsese trouve quelque chose trop intense, vous savez que c'est du sérieux, hein, en général. Il va loin. Une autre scène coupée montrait Karen en train de dealer de la coke. Lorraine apparemment brillante, mais Scorsese a décidé que ça nuisait à l'arc narratif du personnage. Bracco était furax. Elle a gardé la rancune pendant des années et refusé de parler à Scorsese dans les soirées. Le script original faisait 4 heures. Le studio a dit à Scorsese, soit tu coupes, soit on sort ça en 2 films. Scorsese a coupé. Il a gardé toutes les... Il paraît que quelque part, un director's cut des affranchis de 4 heures que personne n'a jamais vu, c'est le saint graal des cinéphiles. L'héritage du film est son influence. Les Affranchis a changé le cinéma de gangsters pour toujours. Avant ce film, les gangsters étaient soit des anti-héros romantiques, façon Parrain, soit des caricatures. Scorsese a montré la réalité. Des mecs violents, stupides, qui vivent dans l'instant et finissent mal. Pas de glamour, pas de code d'honneur à la con, juste la brutalité et l'absurdité du crime organisé. L'influence du film est partout. Les Sopranos, c'est basiquement Les Affranchis, la série. David Chase l'a admis ouvertement. Il a même engagé la moitié du casting des Affranchis pour sa série. Casino de même, c'est Vegas. Même les films de Guy Ritchie doivent quelque chose à ce film. Mais le plus drôle, c'est l'influence sur les vrais gangsters. Le FBI a rapporté que les membres de la mafia avaient commencé à imiter le film. Ils utilisaient le vocabulaire, les expressions, même les fringues. Les mecs qui étaient dans le milieu depuis 20 ans se sont mis à parler comme Joe Pesci. C'est le serpent qui se mord la queue. Un film basé sur l'influence de cette même réalité. Ray Liotta a raconté qu'un jour, un vrai gangster l'a approché dans un resto et lui a dit « T'as bien joué mon histoire ». Liotta a été confus parce que ce n'était pas Henry Hill. Le mec pensait vraiment que le film était sur lui. Apparemment, il y a des dizaines de gangsters qui pensent que les affranchis racontent leur histoire. L'ego de ces mecs, je vous jure. Les récompenses. Maintenant, parlons des Oscars. Parce que là, c'est vraiment là que ça devient intéressant. Les affranchis étaient nominés pour 6 Oscars, incluant meilleur film, meilleur réalisateur. Du coup, Joe Pesci a gagné l'Oscar du meilleur second rôle et son discours d'acceptation est entré dans l'histoire. 5 mots. C'est ma chance, merci. C'est tout. Le discours le plus court de l'Oscar.
tard qu'il était tellement nerveux qu'il avait oublié tout ce qu'il voulait dire. Mais le film a perdu le meilleur film contre Danse avec les loups. Danse avec les putains de loups, un western de 3 heures réalisé par Kevin Costner, a battu un des plus grands films de tous les temps. Scorsese était furax. Il paraît qu'il a quitté la cérémonie avant la fin et s'est saoulé dans un bar de Los Angeles. De Niro l'a rejoint et ils ont ensuite la nuit à insulter la. Ray Liotta n'a même pas été nominé. Pas de nomination pour le rôle principal dans un des meilleurs films de l'année. Hollywood Politics à son meilleur. Liotta a pris ça avec philosophie, mais des années plus tard, il a admis que ça l'avait blessé. Le mec porte le film entier sur ses épaules et que dalle. Pendant ce temps, Kevin Costner gagnait tout avec son film de cow-boy. Lorraine Bracco était nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle, mais elle a perdu contre Whoopi Goldberg pour Ghost. Elle a dit dans une interview que perdre ne la dérangeait pas, mais perdre contre un film avec Patrick Swayze faisant de la poterie fantôme, ça piquait un peu. Allez, on arrive vers la fin, alors laissez-moi vous balancer les anecdotes que j'ai gardées pour la fin. Premièrement, le tableau que peint Tommy dans le film, celui avec les 2 chiens, c'est une vraie peinture de Joe Pesci. Le mec peint vraiment. Et Scorsese a trouvé ça tellement drôle qu'il l'a mis dans le film. Pesci était apparemment gêné, mais il n'a rien dit parce qu'il ne voulait pas contrarier Scorsese. La scène où Spider se fait tirer dans le pied, Michael Imperioli papa, il s'est cassé le pied en tombant après la fusillade. Il a continué à jouer avec un pied cassé pendant 3 jours avant de le dire à quelqu'un. La production a dû arrêter le tournage pendant 1 semaine. Scorsese était à la fois impressionné et furieux. Paul Sorvino, qui jouait Paul Cicero, ne voulait pas du rôle au début. Il trouvait que le personnage trop sombre et avait peur d'être télécatastrophique. Il a failli quitter le film. Scorsese a dû le convaincre personnellement de rester. Ironiquement, c'est devenu un de ses rôles les plus mémorables. Il y a une scène où De Niro fume des clopes. Le problème, De Niro ne fume pas et déteste ça. Il a vomi entre les prises plusieurs fois pour le faire lui-même parce que il fumait, donc je fume. Méthode acting poussée à l'absurde. La femme qui joue la mère d'Henri, c'est pas une actrice. C'est vraiment la propriétaire de la maison où il tournait. Scorsese l'avait trouvée tellement authentique qu'il lui a donné le rôle sur place. Elle n'avait jamais joué de sa vie, mais elle était parfaite. Le tournage lui-même était un Scorsese, chef d'orchestre sous amphétamine. Il dormait 4 heures par nuit et survivait grâce à un régime de café et d'aspirine. Son assistant avait pour seul job de s'assurer qu'il y avait toujours du café frais sur le plateau. Les journées de tournage duraient régulièrement 16 heures. Les acteurs dormaient dans leur loge entre les scènes. Ray Liotta a dit qu'il avait passé plus de temps sur le plateau que chez lui pendant les 6 mois de tournage. De l'époque, forcé. Il lui a dit: attends que tu vois le film, tu comprendras. Elle a vu le film, ils ont divorcé quand même. Un jour, Joe Pesci est arrivé sur le plateau complètement bourré. Enfin, un peu pompette, hein, complètement torché. Il devait tourner une scène de dialogue importante. Scorsese a décidé de tourner quand même. La scène est dans le film. Personne ne peut dire laquelle c'est, ce qui prouve que le talent de Pesci est toujours bourré. La scène du barbecue chez Polly a été tournée pendant une vraie canicule. Il faisait 40 degrés et les acteurs portaient des costards en laine.
3 figurants se sont évanouis. La maquilleuse devait refaire le maquillage toutes les 10 minutes parce que tout le monde transpirait comme des porcs. Dans le film, ça donne l'impression qu'ils ont juste un peu chaud. Movie Mania, le plateau était légendaire. Comme je l'ai dit, la mère de Scorsese cuisinait, mais c'était pas tout. Chaque acteur italien amenait de la bouffe de sa famille. C'était comme un buffet géant italien tous les jours. L'équipe technique a pris en moyenne 5 kilos pendant le tournage. Le costumier devait constamment ajuster les costumes. Tout le monde grossissait. Les conséquences inattendues. Après la sortie du film, les choses sont devenues bizarres pour tout le monde impliqué. Ray Liotta ne pouvait plus aller dans des restos italiens sans que des mecs louches viennent lui parler. Certains le remerciaient pour le film, d'autres le menaçaient. Il a dû engager un garde du corps pendant 1 an. Joe Pesci est devenu une légende urbaine. Des histoires circulaient. Il était vraiment connecté à la mafia. Les gens avaient peur de lui dans la vraie vie. Il a joué le jeu pendant un moment, puis ça l'a saoulé. Il a pratiquement arrêté de jouer pendant plusieurs années après ça. Robert De Niro, lui, a été approché par de vrais gangsters qui voulaient qu'il joue dans leurs projets. Pas des films, des projets criminels. Des vrais. Avoir De Niro dans leur équipe leur donnait de la crédibilité. Il a poliment décliné et a changé de numéro de téléphone. Lorraine Bracco a eu le problème inverse. Les femmes de gangsters la prenaient pour une sœur. Elle recevait des invitations à des mariages, des baptêmes, des enterrements. Une fois, une femme l'a appelée en pleurant pour lui demander des conseils sur elle. Bracco, elle était juste une actrice. Henry Hill, le vrai, est devenu une célébrité malgré lui. Il a essayé de capitaliser sur le succès du film en ouvrant un resto appelé Wise Guy. Ça a fermé en 6 mois. Il a aussi sorti un livre de cuisine, The Wise Guy Cookbook. Apparemment, personne ne voulait suivre les recettes qui avait balancé tous ses amis. Scorsese a reçu des offres pour faire Les Affranchis 2. Le studio voulait une suite, une préquelle, une série télé, tout. Scorsese a tout refusé. Il a dit que l'histoire était complète et qu'il n'avait rien à ajouter. Mais les rumeurs persistent. Tous les 2 ans, quelqu'un annonce un Affranchi 2 qui n'arrive jamais. L'impact culturel et les citations. Les Affranchis a donné au monde certaines des répliques les plus citées du cinéma. Marrant comment est devenu un mème avant même que les mèmes existent. Des gens qui n'ont jamais vu le film connaissent cette réplique. C'est entré dans le langage populaire. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être gangster. Cette ouverture est devenue iconique. Des rappeurs l'ont samplé, des films l'ont parodié. Et c'est devenu un raccourci culturel pour parler d'ambition criminelle. Va chercher ta putain de boîte à cirage. Cette réplique a causé de vrais problèmes. Des mecs l'utilisaient pour chercher la bagarre dans les bars. Ça a été banni de plusieurs établissements à New York. Imaginez être le gérant d'un bar et devoir mettre un panneau interdiction de citer les affranchis. Il a aussi popularisé certains buter, homme fait, se faire descendre. Ces termes existaient avant, mais les affranchis les a rendus mainstream. Le FBI a rapporté que les vrais gangsters ont commencé à utiliser plus ces termes après le film, comme s'ils voulaient correspondre à l'image hollywoodienne. Les révélations tardives. Après la sortie, continue de sortir. En 2015, on a appris que la scène Tommy to Spider était basée sur un vrai meurtre. Mais la vraie histoire était encore pire.
le vrai Tommy avait tué le gamin juste parce qu'il avait renversé un verre. Scorsese a adouci l'histoire parce qu'il trouvait que personne ne croirait la vraie version. Ray Liotta a révélé en 2018 qu'il avait vraiment sniffé en poudre pendant la séquence de la coupe. Pas une fois ou deux, mais pendant chaque prise. Il a eu des saignements de nez pendant des semaines après. Pour l'art, qu'il a dit, ouais, bien sûr. Ouais. Franck Vincent, avant sa mort, a admis que la scène où il se fait tabasser, l'a vraiment. Il faisait. Où Joe Pesci venait le tuer. Il a dû voir un psy. Et le psy lui a dit d'arrêter de faire des films violents. Vincent a fait Casino juste après, c'est pour vous dire. Hein. La révélation la plus dingue, le vrai Henry Hill a admis juste avant sa mort que certaines histoires dans le film étaient inventées, pas parce que par lui-même quand il a raconté sa vie à Nicolas Pileggi. Il voulait paraître plus important qu'il ne l'était vraiment. Donc Les Affranchis est un film basé sur une histoire vraie qui était en partie fausse. Méta sur méta. Scorsese avait une approche unique pour ce film. Il a encouragé l'improvisation constante. Il était plus inquiet. Il disait aux acteurs, surprenez-moi. Résultat, la moitié des meilleures scènes du film n'étaient pas scriptées. Il y avait aussi cette obsession pour les détails. Les costumes devaient être parfaits jusqu'aux sous-vêtements. Il a fait refaire une scène pour que la marque de cigarette n'existait pas à l'époque où la scène se passait. Personne ne verrait jamais le paquet de près, mais Scorsese s'en si c'est faux, il disait. La direction d'acteur de Scorsese était intense. Il ne donnait jamais de compliments pendant le tournage, jamais. Si une prise était bonne, il disait juste suivante. Si elle était mauvaise, il gueulait. Les acteurs étaient constamment sur les nerfs, ce qui apparemment était exactement ce qu'ils voulaient. Avec la tension hésitait. Il avait cette technique où il mettait de la musique sur le plateau entre les prises. Pas de la musique du film, mais de la musique aléatoire. Un coup, c'était du Mozart, ensuite du punk rock. Il disait que ça gardait tout le monde déséquilibré et alerte. Les acteurs détestaient ça, mais ils admettaient que ça marchait. Le montage financé du film. Parlons fric. C'est toujours Les Affranchis a été fait qu'un budget de 25 millions de dollars. C'était considéré comme risqué à l'époque. Un film de gangster violent de 2 heures et demie, les studios étaient nerveux. Warner Bros. A failli annuler le projet 3 fois. La première fois quand ils ont vu la quantité de violence dans le script, la deuxième fois quand ils voulaient engager de vrais criminels, et la troisième quand ils ont vu le premier montage qui faisait 3 heures et demie. Le film a rapporté 47 millions au box-office américain, pas un énorme succès, mais respectable. C'est en vidéo que le film est devenu un phénomène. Les ventes et locations VHS ont rapporté plus de 100 millions. C'est un des premiers films à prouver que c'est plus lucratif que le cinéma. Les acteurs n'ont pas été super bien payés. Ray Liotta a touché 250 000 dollars pour le rôle principal dans un film de Scorsese. Quand même, hein. De Niro a eu 1,5 million, mais bon, c'était De Niro. Hein. Pesci a eu 200 000. Il a gagné un Oscar pour 200 000 dollars. Aujourd'hui, un figurant dans gagne presque autant. Non, non, je déconne. Alors voilà, on arrive au bout de ce voyage complètement dingue dans les coulisses des Affranchis. Ce film, c'est plus qu'un film, c'est un document anthropologique
sur le crime organisé. Une œuvre d'art sur la corruption du rêve américain. Et surtout, c'est 2 heures et demie de pur cinéma viscéral qui vous colle au siège. Ce qui rend Les Affranchis d'authenticité brute. Scorsese n'a pas essayé de rendre des mecs sympathiques ou cool. Ils sont ce qu'ils sont, des sociopathes violents finissent soit morts, soit en tôle, soit en train de vendre leur âme au FBI. Il n'y a pas de glorification, juste la vérité sale et sanglante. Le film a maintenant plus de 30 ans, et il n'a pas pris une ride. Les jeunes le découvrent et sont aussi scotchés que nous l'étions en 1990. C'est le classique. Est-ce que ça tient la route? Les Affranchis ne tiennent pas juste la route, il devient meilleur avec le temps. Chaque visionnage révèle de nouveaux détails. Un regard de De Niro qui en dit long, un geste de Pesci qui annonce la violence à venir, une réplique de Liotta qui prend un nouveau sens. C'est un film qui se bonifie comme un bon vin ou comme la sauce marinara de la mère de Scorsese. L'influence des réalisateurs du monde entier cite Les Affranchis comme une influence majeure. Des étudiants en cinéma étudient image par image. Les vrais gangsters le regardent en boucle, apparemment. C'est devenu plus qu'un film, c'est un phénomène culturel. Et puis il y a cette ironie délicieuse. Un film sur des mecs qui voulaient échapper au quotidien banal est devenu le quotidien de millions qui le citent, le re-regardent et l'analysent. Henry Hill voulait être quelqu'un, il l'est devenu, mais pas comme il l'imaginait. Il est devenu immortel, figé pour toujours dans la pellicule, condamné à revivre ses crimes et sa trahison pour l'éternité. Le vrai Henry Hill est mort en 2012, oublié et fauché. Ray Liotta nous a quittés en 2020, laissant derrière lui ce rôle monumental. Mais leurs personnages continuent de vivre, de tuer Billy Bats, de découper des corps, de sniffer de la coke et de balancer leurs amis, encore et encore, à chaque fois que quelqu'un appuie sur play. Les Affranchis nous a appris que la vie gangster, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas le parrain avec ses codes d'honneur et sa noblesse tragique. C'est mesquin, violent, parano, finit toujours mal. Mais putain, qu'est-ce que c'est fascinant à regarder, non? Scorsese a créé un miroir sombre de l'Amérique où le capitalisme sauvage rencontre la violence primitive, où la loyauté n'existe pas, où tout le monde finit par trahir tout le monde. C'est déprimant, peut-être. C'est vrai, absolument. C'est du grand cinéma. Alors la prochaine fois, vous regarderez Les Affranchis. Souvenez-vous de toutes ces histoires de tournage. Pensez à Joe Pesci qui terrorise Michael Imperioli pour de vrai, à Ray Liotta qui sniffe de la vitamine B, à De Niro qui vomit entre les prises parce qu'il fume pour son personnage. Pensez aux vrais gangsters sur le plateau, au FBI qui survivent, à la mère de Scorsese qui engueule Joe Pesci pour sa critique culinaire. C'est ça la magie du cinéma. Des gens complètement tarés qui se donnent à fond pour créer quelque chose qui nous fera oublier nos vies pendant 2 heures et demie. Et dans les cas des Affranchis, ils ont créé quelque chose qui nous hantera pour toujours. Et comme dirait Henry Hill, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être gangster. Ben nous, aussi loin qu'on se souvienne, on a toujours voulu des films comme Les Affranchis. Des films qui ne prennent pas la vérité, aussi moche soit-elle, et qui nous rappellent que le crime, même quand ça a l'air cool, ça finit toujours par une balle dans la tête ou une vie de merde sous protection des témoins. Voilà, c'était notre plongée dans l'univers déjanté et désaffranchi
J'espère que vous avez apprécié toutes ces anecdotes de malade. Allez vous refaire le film. Et cette fois, vous ne verrez plus de la même façon. Et souvenez-vous, ne balance jamais tes amis et garde toujours ta bouche fermée. Sauf si t'es Henry Hill, apparemment. Cet enfoiré a balancé tout le monde et eu un film génial sur sa vie. Allez comprendre. Peace out et n'oubliez pas, maintenant, faites à cirage. Merci les amis de m'avoir écouté. S'il vous plaît, abonnez-vous au podcast pour ne louper aucun épisode, s'il vous plaît. Mettez 5 étoiles, ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître et à remonter dans les classements. Et moi, ça m'aide beaucoup, ça coûte rien. Vous pouvez m'aider sur Tipeee ou Patreon. Et je mettrai les liens en description. Je vous remercie beaucoup les amis. Je vous dis bonne soirée et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Trois mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. D'autres personnes? Quel genre de personnes? Bah, ça serait des gens comme vous. Des professions libérales? Non, non, non. Des vieux.